Très content de vous avoir, Stéphane. J'espère que vous allez bien. Mais très content de vous rencontrer, Louis. Alors, je voulais vous avoir. C'est Arthur Sauzet qui nous avait mis en relation. Et Valentin qui m'avait parlé de vous. Alors, je ne suis pas le père d'Arthur Ouais, Sauzet, contrairement à ce que certains disent. Voilà, c'est fin du podcast. Voilà, on s'arrête là. C'était juste pour bloquer sur ce point. Non, mais il m'a beaucoup parlé de vous. Valentin, pareil. Il m'a dit il faut à tout prix que tu parles à Stéphane. Moi, j'avais beaucoup d'intérêt à parler avec vous dans le sens où j'ai travaillé à l'EPNAC, qui était une structure où on accompagnait les personnes en situation de handicap. Et je ne connaissais pas le pendant chez les avocats ou les professions réglementées sur ces sujets-là. C'est pas gagné, hein, a priori. Ouais, mais voilà, et je voulais faire un épisode sur le sujet, sur le handicap dans les cabinets d'avocats. Qu'est-ce que ça apporte? Comment ça se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner des personnes qui sont tout à fait capables de bosser, mais dont on a beaucoup de préjugés, et donc c'est difficile aujourd'hui pour certains d'entre eux. Et du coup, qui de mieux que vous pour en parler? Fondateur de Droit comme un H. Droit comme un H, exactement. Droit comme un H. Président, j'ai oublié le titre exact. Oui, en fait, le premier président était Mathieu Gigla, est encore pour quelques jours Mathieu Gigla, mais il est parti en campagne avec une équipe du Bâtonnat. Et on a une grande règle chez Droit comme H, c'est d'être apolitique. Okay. Et donc, on va titiller, bien entendu, comme chaque année, les candidats au Bâtonnat de Paris. Mais en tout cas, on le fait toujours avec une grande neutralité. Et ce qui caractérise l'engagement, c'est qu'on travaille sur ces questions d'inclusion des jeunes talents en situation de handicap. Hein. Je précise jeunes talents parce que c'est un élément important. On va en parler dans la manière dont l'association a été conçue. Et comme vous avez un business, nous, c'est une sorte de business. En tout cas, c'est pas parce qu'on est associatif qu'on ne fait pas quelque chose de manière professionnelle. Donc, en termes de positionnement et de promesses, c'est extrêmement important de dire que les 40 jeunes talents que l'on suit sont des talents qui en tri-CV passeraient comme d'autres. Après, ils ont des petits plus de la vie que l'on connaît plus ou moins bien. Et donc, vous parliez de Valentin. C'est vrai que c'est un des premiers que j'ai croisé lorsqu'il m'a alerté sur son impossibilité au mois de juillet de préparer le barreau, le CRFPA, plus exactement, de savoir dans quelles règles il composerait, alors qu'on avait commencé à faire un petit peu de pression sur le Conseil national des barreaux pour avoir une adaptation des sujets aux personnes en situation de handicap, ce qui n'est pas facile à faire. Hein. Donc, on était conscients, mais en tout cas, notre combat, en plus, était vraiment un combat sur l'égalité des chances. Et bien loin de la diversité et de l'inclusion, on reviendra sur ces éléments, parce que très souvent, c'est le premier step dans les cabinets ou dans les directions juridiques des entreprises que de travailler sur ces questions. Et à l'usage, puisque maintenant on a presque une dizaine d'années de recul, on voit que l'égalité des chances, c'est vraiment ce qui nous motive le plus et ce qui caractérise vraiment la manière dont l'association travaille. Donc, avant de rentrer dans le vif, même si on est déjà rentré direct, mais c'est bien, je vous laisse vous présenter. Et puis après, j'ai plein justement de questions sur comment ça se déroule, quelles sont les méthodes pour faire entrer quelqu'un. Enfin bref, j'ai plein de questions. Côté pro, donc avocat of counsel chez De Gaulle Fleurance, que j'ai rejoint il y a 5 ans. Après 32 ans dans une firme jaune à la Défense qui s'est appelée Ernst & Winay, la société montagne d'expertise comptable, puis qui est devenue donc Ernst & Young, et j'étais sur la fin, donc pendant plus de 17 ans, associé d'EY, société d'avocats, avant la fusion Andersen, pendant le repositionnement Serman Axley. Ça a été une aventure fantastique. Hein. Tous les 5 ans, je changeais de job. Je sortais de l'avocature que j'avais un petit peu testé, mais je trouvais qu'on voyait pas de clients, on voyait pas d'usine. On était avenue Montaigne, c'était super. Et en plus, je travaillais avec des avocats. À l'époque, avocat d'affaires, c'était pas la mode. Donc, quand vous faisiez la restructuration d'entreprise, de la fiscalité, que vous n'étiez pas conseil juridique au palais, vous étiez un peu tricard. Donc c'était vraiment une époque assez étonnante, mais vraiment la volonté de voir des chefs d'entreprise. Donc ça, j'avais fait un petit passage à la commission des opérations de bourse de l'AMF aujourd'hui.
Et je suis rentré chez Ernst, et comme j'ai une double formation, fac de droit, école de commerce, je suis rentré chez les auditeurs parce que j'avais compris que pour voyager, pour aller voir des usines, l'audit, c'était pas mal. À l'époque, on allait vraiment dans les entreprises, un petit peu, les méthodes ont changé aujourd'hui, les temps ont changé aussi. Mais en tout cas, c'était une très belle expérience. Et c'est vrai, la recherche, parce qu'on devient un petit peu expérimenté peut-être, mais de quelque chose de très entrepreneurial. Les groupes américains ont des qualités incroyables de déploiement, de moyens, et Arthur Sauzet, qui est aujourd'hui là-bas, doit être, j'en suis sûr, épanoui. Mais c'est vrai que j'avais envie d'entrepreneuriat, j'avais envie d'une firme plus à dimension humaine. Et c'est vrai que la rencontre avec Louis de Gaulle a été incroyable. Moi, j'avais vu, il y a une dizaine d'années, il avait sorti son premier rapport annuel de cabinet, chose que j'avais vue aux États-Unis. Et je trouvais que cette firme avait vraiment un relief que les autres n'ont pas. Elle a déjà été créée comme une entreprise il y a 22 ans, une entreprise de droit il y a 22 ans. Je pense qu'ils ont dû batailler avec le barreau. Et la deuxième chose, en fait, c'est que l'originalité, c'est qu'il n'y a pas de service line. Alors, bien entendu, il y a des compétences, il y a des spécialités. Vous êtes d'origine fiscale, hein, donc vous êtes un peu fiscaliste. Mais en fait, l'avantage, c'est que la fiscalité à haut niveau, ça suppose de savoir faire du corporate, de savoir faire du M&A. Et c'est bien d'être obligé de travailler avec d'autres, mais c'est pas mal aussi d'augmenter sa compétence et que cette augmentation de compétences soit encouragée. Ça fait un peu peur quelquefois aux jeunes collaborateurs, mais c'est extraordinaire parce que ça permet vraiment de faire évoluer une carrière, de trouver un second souffle et puis de travailler sur des choses qui sont en train d'émerger. Hier soir, on restituait le premier observatoire sur la nouvelle finance, Finance on Chain. C'est vrai que si vous avez une équipe classique, est-ce que c'est du regulatory? Est-ce que c'est de l'IPIT? Parce que la technique blockchain est extrêmement importante à connaître. Est-ce que c'est du bancaire? En fait, c'est aux confins de tous ces univers. Et vous n'allez pas faire travailler des gens uniquement sur la blockchain, en tout cas dans une grande maison, puisque chez De Gaulle, il y a 200. Là, c'est vrai que notre système permet à ce moment-là de travailler là-dessus. Le spatial, c'est pareil, c'était un défi qu'on n'a pas pris sur l'angle droit spatial, mais sous l'angle posons la question à tous nos clients et tous nos avocats, qu'est-ce qui se passe demain si vos clients vont dans l'espace? Un contrat de travail dans l'espace, une petite graine qu'on va faire pousser dans l'espace, où est-ce qu'on a... Et en fait, c'est extrêmement stimulant. Bien entendu, on retrouve les mécanismes de droit de l'espace, mais c'est plutôt le droit dans l'espace, comment ça va évoluer. Donc c'est vrai que pour des gens qui ont pas mal travaillé sur les problématiques d'innovation, j'ai eu la chance de faire un livre blanc IA, innovation et avocat, qui était un moment avec Lefebvre Dalloz assez incroyable, où on a connecté des interviews avec du livre. Enfin, on est dans des moments d'innovation qui sont totalement fantastiques. Et c'est vrai que prendre la décision plutôt que ou aider à faire prendre la décision directement auprès de Louis et de ses associés, de nos associés, c'est plus agréable que de passer par New York, par Amsterdam, par Paris, puis par mon bureau. Ouais. Et du coup, là, donc, actuellement, vous êtes chez De Gaulle Florence, et en parallèle de ça, alors voilà, ça c'était la vraie vie. L'aspect pro, qui est génial parce que du coup, vous voyez plein de choses. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Et quand vous croisez, quand on vous croise sur un cocktail ou quelque chose comme ça, allez parler avec Stéphane parce que non, mais vous voyez plein d'éléments, de plein de choses. Donc ça permet effectivement d'avoir, il y a des gens qui ont des visions très spécialisées et il va y avoir des gens qui vont avoir une vue très globale et ça permet de dire finalement de faire des points entre chacun et de se rendre compte qu'il y a des connexions qui peuvent être faites. Et donc allez parler à Stéphane parce que il y a une bible de savoir sur un paquet de sujets. Alors vous allez dire ah non, mais pour avoir discuté avec vous, c'est le cas. Et donc c'est vrai que aller s'intéresser et notamment aujourd'hui à l'intelligence artificielle, moi je fais que de le dire tout le temps, c'est faut pas s'endormir plus bête qu'on l'est. Il y a plein de choses qui sont ouvertes aujourd'hui. L'info circule à une vitesse incroyable. Donc il faut être curieux et c'est un moyen d'ailleurs de trouver des nouvelles opportunités. Alors je sais pas si vous avez réussi à vendre des missions de conseil autour du spatial après coup, mais alors si, parce que les gens se préparent. Il y a un vrai problème qui est un problème de financement
Ah bah oui, j'imagine. de tout ce qui est en train de se passer. Il y a des entreprises qui regardent de très près. Puis alors, si vous voulez aller jusqu'à l'extrême, mon histoire de petites graines qui poussent dans l'espace, discussion avec une coopérative agricole, en fait, ils le font. Okay. Donc c'est Génial. vrai que ce côté, quelquefois, on se dit, ouais, c'est un peu perché quand même, c'est un peu improbable. Non, le progrès va à une vitesse, c'est l'avantage d'être vieux. On n'est pas plus intelligent, mais on a fait plus de bêtises. Et surtout, on voit cette manière exponentielle de vieillir. Parce que tous les jours, c'est un peu plus dur. Et en fait, on est du coup très propice ou très absorbant à l'innovation parce qu'elle évolue de la même manière. C'est-à-dire que nous, hélas, on a un temps fini. Mais en tout cas, pour l'innovation et ce que l'on vit actuellement, qui est une vraie révolution industrielle dans le monde du droit, il y a des fois, on est un peu désespéré parce que qu'est-ce qu'on fait ? On fait de l'automatisation. Hein. L'IA, la vraie, il n'y a pas tant de gens qui l'utilisent. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est quand vous posez la question du pourquoi, il n'y a pas toujours des gens qui savent pourquoi. Mais derrière, à leur décharge, c'est vrai que dans mon autre côté, en parallèle de mon métier, il y a deux choses qui sont importantes pour moi, c'est l'enseignement, puisque je suis professeur associé à l'UPEC, à Paris-Est Créteil, et je co-dirige avec Bruno Defin le DU Transformation Digitale du Droit et Legal Tech à Paris 2, que nous avons créé il y a presque une dizaine d'années. Puis il y a l'autre côté, droit comme H, dont on parlera tout à l'heure. L'enseignement, finalement, n'a pas beaucoup changé, même si on a créé ce DU. En fait, on l'a créé un peu à côté, dans l'université, dans la fac d'économie, hein, au départ. Maintenant, la fac de droit l'a accepté, c'est devenu à la mode, mais il y a 10 ans, c'était un petit peu plus confidentiel. Et en étant, alors je ne vais pas dire montré du doigt, mais pas forcément compris au départ, parce que le motto que l'on a pris, c'est de dire, on prend tout ce qu'on fait à la fac de droit, et en droit, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'à Paris 2, pour en être un produit, je ne vais pas cracher dans la soupe. Et j'ai des professeurs comme Del Volvé, comme Mallory et tout, c'est des gens extraordinaires, donc qui vous donnent envie de travailler, parce qu'il faut travailler beaucoup, pour être un juriste pas aussi bon que ça, hélas, mais en tout cas pas trop mauvais. Et derrière, en fait, on a construit autour cet accès à l'entrepreneuriat. Alors, il y a les dispositifs pépites qui existent, qui sont géniaux, mais les étudiants, même avec Internet, ne poussent pas la porte. Il faut les aider à pousser la porte, très certainement. Et ce n'est pas forcément dans le mindset des étudiants en droit. Tout ce qui concerne les soft skills, la gestion de projet, la manière de manager des gens. Parce que hier, peut-être que par le savoir, on arrivait à éduquer les gens, la réplication du geste de l'avocat. Moi, j'ai passé 1 an dans le bureau de mon patron, Avenue Montaigne, quand j'ai débuté. Et donc, quand il y avait des choses un petit peu sensibles, il me faisait sortir. Mais le reste, j'étais avec lui, je vivais sa vie. Je faisais une sorte de duodé pendant 1 an. Et c'était extraordinaire parce que vous apprenez tout. Alors, la limite, c'est que vous répliquez les mauvais gestes. Hein. Donc, ça, c'est un petit peu la difficulté. Mais c'était une époque où finalement, autour du savoir, ça suffisait. Aujourd'hui, un cabinet d'avocats, ma conviction, en tout cas, c'est qu'on vend plus que du savoir. On vend plus que de la confiance. On vend plus que des résultats. On vend une capacité, je crois, à un moment donné, d'intimité et de conseil. Parce que les dirigeants, qu'ils soient directeurs juridiques, dirigeants de grosses boîtes et tout, il y a des moments de solitude. Parce que c'est vrai que on a toujours un petit peu envie de vous piquer votre place, même si vous faites bien votre job. Et c'est logique, et ça fait partie, même si c'est un petit peu suranné, mais en tout cas de schémas d'ambition de mon époque, en tout cas. Et même si ça s'exprime différemment, je pense qu'on a toujours, chez les jeunes, et je le vois dans les amphis, puisque comme cadeau de bienvenue à Créteil, j'ai eu des 2e années, auxquelles j'enseigne la comptabilité générale. Donc, c'est quand même 230 étudiants pour les convaincre que la compta générale, c'est génial. C'est quand même un beau challenge, mais j'espère qu'ils mettront des petits commentaires en disant qu'ils adorent leur cours. Pas par démagogie, mais parce qu'on essaie de leur faire comprendre à quoi ça sert. La comptabilité pour des juristes, ce qui n'est pas évident, parce que les juristes de droit des affaires, ils se disent, voilà, je sais, je vais être obligé de faire un contrat sans comprendre les flux économiques et où est-ce que ça va être comptabilisé, c'est dommage, surtout dans une société cotée. C'est vrai qu'un pénaliste, il va comprendre un petit peu moins, mais si on lui explique en fait que demain, il pourra du coup faire peut-être plus de pro bono parce qu'il gagnera plus d'argent sur le reste en gérant bien son cabinet, en faisant
pas sa compta lui-même, il y a des gens qui le font très bien, et puis l'IA va le faire très bien demain. Mais en tout cas, en faisant des choses qui vont leur permettre de comprendre leur flux et où est-ce qu'ils dégagent de la monnaie, où est-ce qu'ils peuvent du coup dégager du temps pour du pro bono, c'est un élément important. C'est vrai que ça vous oblige à vous mettre dans une posture, quand vous avez un truc invendable, je crois que c'est un peu votre métier, le métier d'Anomia, ça vous oblige en fait à vous forcer à une pédagogie qui n'est pas forcément l'histoire que l'on trimballe avec nous, parce qu'on était un peu comme les toubibs, hein. On disait la clause de porte-fort, et puis les gens ils disaient, oh, et puis hop, ça va être très cher parce que tu comprends rien. Là, aujourd'hui, en fait, les gens veulent comprendre, veulent les aider, et puis, dernier élément, on est sur un marché où on n'est pas comme aux États-Unis, où le droit et la consommation du droit fait partie des choses. Aujourd'hui, je vais peut-être exagérer, mais finalement, un chef d'entreprise, tant qu'il n'a pas eu un divorce qui se passe bien avec un bon avocat, il ne voit pas forcément l'utilité d'un avocat et pourquoi dépenser dans le droit, alors que pour un directeur financier ou un contrôleur de gestion, un risk manager, voire même un compliance officer, on sera prêt parce qu'on est un peu forcé quand même souvent, ou parce qu'on en a envie. On a toujours envie d'avoir des chiffres, on a envie de faire plaisir à la FA. Après, comment est-ce que nous, on va se mettre à la bonne hauteur pour que ils se disent, on trouve un petit peu la même chose. Et c'est vrai que le droit tout seul, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, j'ai la chance de faire du droit, du chiffre, du management, de l'innovation, donc de trouver des choses qui s'appellent finalement un peu du consulting, avec des triangles, des ronds, des concepts, mais aussi à l'intérieur. Et c'est peut-être la chance que l'on a. Et c'est pas facile de faire cohabiter les deux. Mais c'est un petit peu ce qu'essaie de faire le legal design, et c'est pour ça que je trouve que ce sont des techniques intéressantes. On a une matière qui est incroyable, parce qu'elle est d'une forte complexité. On a un niveau de réflexion qui peut être extrêmement intéressant et riche intellectuellement, parce que notre job, c'est pas de dire le droit, les machines le font de mieux en mieux. Bien sûr, il faut le connaître, mais c'est d'arriver à prédire ce qui va se passer. Est-ce que vous, qui me demandez un conseil en tant que chef d'entreprise, je vous recommande qu'on fasse un truc ensemble, parce que même si c'est vous qui prenez la décision, je vais quand même un peu l'assumer, et si vous n'êtes pas content, je vous reparle plus, enfin vous ne me reparlez plus pendant 10 ans. C'est comment je vais vous dire, ben voilà Louis, ce truc-là c'est à 1 an, ce truc-là c'est à 10 ans, ce truc-là je vais même pas vous en parler parce que vous êtes tellement bordélique qu'il faut une rigueur qui fait que ce schéma-là, vous êtes incapable de le maintenir. Et c'est pas, vous n'allez pas changer demain pour moi. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à prendre cette personnalisation. C'est pas facile hein, quand vous bossez avec des boîtes du CAC 40. C'est pas pour tous les jobs, bien entendu, parce qu'il y a des choses qui sont très normées. Mais comment vous arrivez à pousser un petit peu plus loin? Et du coup, comment est-ce qu'on donne l'idée à ces étudiants de cette notion de service? Et ce service qui va au-delà de plaider, au-delà de dire le droit, mais d'intégrer des éléments qui sont liés à l'écosystème dans lequel on évolue. Moi, je vous parlerai que d'entreprise, de direction juridique et d'avocat d'affaires, parce que c'est mon univers. Mais j'ai la chance d'avoir un fils pénaliste à Bobigny, et quand je l'écoute, quand je vois ce qu'il fait, il a aussi un petit peu la même approche client, sauf que lui, il est doué, chose que je n'étais pas. Très clair. Non, bah, c'est hyper intéressant, et puis je pense que j'ai l'impression que on voit qu'il y a du restructuring derrière, enfin qu'il y a du travail en matière de restru. Je pense que c'est une des matières où justement, enfin j'ai l'impression que tout se couple un peu, tous ces besoins, le fait d'avoir une vision globale. Donc je pense que les personnes qui sur ces sujets-là sont d'autant plus intéressées, à moins que pour vous, ça justement se pousse sur tous les aspects. Non, le restructuring, c'est mon premier métier à une époque où c'était pas la mode. Hein. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus à la mode, mais j'ai l'impression que c'est la matière la plus intéressante dans le sens où on arrive dans des schémas hyper complexes avec plein de problèmes, et donc on doit les résoudre. Mais ouais, c'est ce qui me botterait le plus aujourd'hui, je pense. Ouais, enfin, je trouve, plus personne parle du corporate, donc l'accompagnement de l'entreprise, y compris des assemblées générales, le secrétariat juridique, n'est pas forcément quelque chose de plus sexy. Mais en fait, il y a un avantage incroyable, c'est que vous êtes au cœur de l'entreprise, et du coup, vous allez pouvoir l'accompagner sur les restructurations et tout. En fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'accompagner les entreprises, c'est les histoires. Moi, j'ai la chance de travailler avec quelques groupes, notamment Petit Bateau,
que j'ai connu donc après les mésaventures et les difficultés de l'affaire familiale, la reprise par le groupe Rocher, et 10 ans plus tard, l'ouverture du flagship à New York. Et vous voyez, en fait, les 2 premières années, il y avait un PDG, Vincent Hunin, qui était un monsieur remarquable, et qui nous expliquait ses difficultés. Et là, je n'avais pas une casquette d'avocat, j'ai une casquette de commissaire aux comptes. À l'époque, on avait une certaine intimité, et c'est pas pour ça qu'on signait des comptes faux. Hein. On savait, je pense, d'autant plus ce qui se passait. J'avais choisi volontairement une grande maison, parce que si je refusais de signer, on n'avait pas de prise. J'avais mon indépendance. L'indépendance, elle est économique, hein, quand même. On se dit ce qu'on veut, mais si on est riche et gras, on a la possibilité de choisir et de bien se regarder dans la glace le matin. Alors, on peut aussi faire des bêtises, mais en tout cas, moi, c'était ça. Et en fait, quand vous accompagnez ce chef d'entreprise, les équipes, que vous voyez leur implication, que vous allez dans les usines, que vous voyez les ouvrières qui bossent, qui font un travail totalement incroyable, qu'on vous explique tout le travail nécessaire pour monter. Alors, c'est une autre histoire, le montage des soutiens-gorge, mon cher Louis. Une opération extrêmement compliquée. Et la culotte, c'est pas mal non plus. Quand vous comprenez tous ces éléments et que finalement, vous vivez un petit peu l'aventure de l'entreprise et que vous mettez au service de tout ça ce que vous avez appris à la fac, ce que vous avez appris de la vie, et ça peut être de droit, ça peut être du chiffre, et quand même dans une entreprise, derrière du droit, il y a du chiffre, et derrière le chiffre, il y a du droit. C'est pas mal de connaître les deux. Ben, c'est vrai qu'en bout de course, quand on vous invite à New York et que vous êtes à l'ouverture, vous dites, vous y êtes pour rien, mais vous dites, j'y ai un peu contribué. Ouais. Et c'est ça que je trouve sympa. Mais ça, alors c'est ma vue très personnelle. Je pense que j'ai un petit problème qui est, j'adore quand on m'appelle et qu'on me dit Stéphane, j'ai besoin de moi. Donc, si je suis réincarné demain, peut-être en Saint-Bernard avec un tonneau. Et même si je suis breton, je ne boirai pas le tonneau. De toute façon, il est attaché, c'est pas facile. Mais voilà, c'est ça, c'est cette notion de service, et c'est ce que je dis souvent aux étudiants ou aux élèves avocats, puisque j'ai la chance d'intervenir à l'EDAC, à Versailles, c'est de leur dire on est dans un métier de service. Il faut vraiment aimer rendre service, au-delà de la technique. Ouais. Très clair, j'espère que ça va inspirer certains, j'en suis sûr. On va recentrer sur droit commun H. Donc vous avez fondé, enfin vous n'avez pas fondé, vous avez rejoint l'organisation au fil de votre parcours. Concrètement, qu'est-ce que vous faites et comment vous accompagnez des personnes au sein de l'organisation? Ouais, l'histoire au départ, c'est pas notre... Louis, je vais me permettre avant de donner le pratique, sauf si on a un problème de timing. Mais en fait, ça a commencé, c'est un collectif, c'est un problème de marketing. Hein, c'est une horreur, c'est un problème de gros sous. Vous le répéterez pas. Quand vous êtes dans un grand cabinet d'avocats où vous avez 350 avocats salariés, vous avez la même obligation que les autres entreprises. Au-delà de 20 salariés, vous devez employer 6% de travailleurs en situation de handicap titulaires de ce qu'on appelle la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, donc la RQTH, et vous avez un quota positif. Que les entreprises françaises, en moyenne, sont à 3,5, 3,2. Vous avez des groupes comme La Poste, Orange, qui sont très volontaires, qui sont au-delà des 6%. Vous avez des groupes très engagés comme BNP Paribas, mais c'est pas facile parce que, en plus, dans votre inconscient, vous confondez le handicap et la sous-performance. Alors, mettez-vous 10 ans en arrière. Hein. Aujourd'hui, vous avez HPI, ce qui pose d'autres problèmes. Hein. Donc, c'est super parce que vous avez des feuilletons, des représentations, vous avez les 10 millions d'entrées, des petits trucs en plus. Voilà, il y a 5 ans, quand avec les jeunes de l'association, on disait on a un petit truc en plus, honnêtement, tout le monde s'en foutait. Mais là, ça fait 10 millions d'entrées. Alors, il y a peut-être quand même un peu de talent de comédiens qu'on n'avait pas, mais on progresse. Donc, à l'époque, c'était vraiment la vue médicale, très médicale, je pense, aussi, y compris par le gouvernement, du handicap.
l'arrivée du président Macron a vraiment fait changer les choses. Le moment de société a fait changer les choses. Les Jeux Olympiques ont fait changer les choses. Il y a eu une visibilité des Paralympiques à Paris qui avait été, même si les Jeux de Tokyo étaient un petit peu bizarres parce que sans public, mais en tout cas en termes de reportage télé, vous aviez une couverture sur les Paralympiques qui était plus satisfaisant que ce qu'il y avait à Londres, où il y avait déjà eu un effort. Donc vous avez plus de visibilité, plus de compréhension, même si aujourd'hui on voit l'exploit technique et la combinaison homme-machine. On va revenir à l'intelligence artificielle peut-être avec ça, mais ça fait réfléchir. Mais en tout cas, il y a 10 ans, vous arriviez dans une réunion d'associés, vous disiez on a un problème, il nous faut 24 avocats en situation de handicap. Où est-ce qu'on va les trouver? Et la deuxième chose, c'est quand vous avez une tagline, un engagement marketing qui est de rendre le monde meilleur, vous ne pouvez pas laisser des gens de côté. Ouais, et donc, quand vous faites le métier que j'ai dessiné, vous portez les valeurs. Enfin, soit vous êtes un escroc et vous vendez des trucs auxquels vous ne croyez pas, vous n'avez pas de problème. Soit vous avez un problème d'alignement entre votre marque, votre promesse et ce que vous êtes. Et en face de vous, vous avez des associés qui sont dans un système économique où la rentabilité de l'organisation, les taux de charge, enfin vous connaissez ça mieux que moi, font que si vous associez le handicap avec sous-performance, vous dites ok les gars, moi je veux bien, mais qu'est-ce que vous me donnez comme abattement sur la rentabilité et tout ça. Et en fait, on a découvert, je pense, le chemin qui était à faire. Parce que même quand on a une mission handicap, même quand on a des DRH, c'est un peu compliqué, les avocats, de les faire évoluer sur ces questions de productivité. Et donc, on s'est dit, si on veut que ça marche, faut être motivé. Et il faut que tout le monde soit motivé. Et moi, honnêtement, quand j'ai vu ce truc-là, j'ai dit, finalement, je vais me faire plus d'ennemis qu'autre chose. Ouais. J'en ai déjà assez. Je vais passer à autre chose et tant pis, on va continuer à faire notre chèque à la GFIP parce que le gouvernement est sympa et si vous les avez pas, vous faites des chèques. Hein, donc ça commence à coûter cher, mais vous faites des chèques et vous êtes tranquille. Ouais. Bon, d'un autre côté, faire un chèque, moralement, c'est pas top d'acheter sa virginité. C'est clair. Et en fait, c'est parce que j'étais impacté par une jeune Coréenne que je coachais, avec qui on faisait des footings dans un concours de fiscalité internationale à Amsterdam au mois de novembre. Qui m'a un peu expliqué ce qu'était le statut de la femme en Corée. Donc, en gros, tu as 10% de chance de t'en sortir. Enfin, c'est très, très moyenâgeux. Et notamment, il semblerait que les jeunes Coréennes de talent partent aux États-Unis travailler. Et donc, elle m'appelle au mois de juillet. J'étais dans ma Bretagne, heureux. Et elle me dit, Stéphane, je vous appelle avant de partir. Donc, moi, je me réjouis. Je dis, génial, dans quelle ville des États-Unis? Elle me dit, je ne vais pas exactement faire ce voyage-là parce que j'ai été renversé par un chauffard. On vient de m'annoncer que je ne marcherai plus jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, je ne vaux plus rien sur le marché. Et là, j'ai découvert, alors d'une part, l'impact que ça pouvait avoir, parce que je n'ai jamais été impacté par le handicap. Deux, ma motivation, ma bêtise, ma spontanéité. Enfin, je vais reposer la question après, mais si vous connaissez la Corée, vous connaissez un petit peu? Un petit peu, oui. Parce que tous les jeunes connaissent ça, ils adorent la Corée. Bien, c'est vrai. La beauté est un élément très important. Donc, ne le prenez pas mal pour ceux qui écoutent, qui seraient français. Il y a un vrai problème avec la chirurgie esthétique là-bas. Exactement, vos cadeaux de 18 ans et tout ça. Donc, je lui dis de manière spontanée, mais chérie, est-ce que vous êtes toujours aussi belle? Et là, je me fais engueuler pendant 10 minutes. Donc, je me dis, c'est bon, il y a de la ressource. Deuxième chose, je dis, vous sortez quand de l'hôpital? Elle me donne la date. Je dis, vous irez bosser chez Ernst. Elle avait été en stage avant, donc j'ai appelé les gens d'Iguaceau. Ça, c'est la force des réseaux. Ils ont dit, ah oui, Chiaï, elle est géniale, mais elle ne veut pas revenir chez nous et tout. Je dis, elle revient et vous allez voir, ça roule. Je pense qu'ils n'ont pas compris le jeu de mots. Mais après tout, pour faire des prix de transfert, on s'en fout dans un fauteuil. Donc, c'est clair. Donc voilà. Et la troisième chose, vous reprenez vos études et si ça marche bien, je viens vous voir à CO. Et il y a une sorte de CRFPA version coréenne, donc vous imaginez le truc un peu trash, et elle me rappelle un petit peu plus tard, et
donc au mois de novembre suivant. Et elle me dit, Stéphane, je suis 96e sur 5000, donc vous prenez votre ticket. Et donc, moi, dans l'avion, 10-12 heures d'avion, je ne sais plus, mais je regarde le handicap, le machin. Donc, il y a un peu de choses sur Internet, mais quand même pas grand-chose. Je découvre le handicap invisible, 80% du handicap. Enfin, je fais mon éducation, et j'arrive là-bas, et elle m'accueille près de la cité interdite coréenne, et était sur des pavés, en fauteuil sur des pavés. Et donc, vous voyez partout, on ne touche pas au fauteuil, c'est dangereux et tout. Et donc, vous êtes comme un idiot. Comment vous faites face à elle pour prendre dans vos bras quelqu'un que vous avez envie d'embrasser, qui est dans un fauteuil et tout, et vous êtes pétrifié, et elle t'attrape, elle te fout sur le fauteuil, elle t'embrasse, on se casse la gueule, on rigole, et vous dites, mais comment je peux être aussi stupide? Et donc, dans l'avion retour, ça a été l'idée de créer cette association, plus que le collectif. On avait essayé avec des copains de mieux connaître. Moi, j'avais bossé avec Mathieu Juglar. J'avais jamais vu qu'il était aveugle, sauf le jour où il est venu avec son chien, parce que je trouvais que son chien était beaucoup plus sympathique que lui. Mais voilà, c'est devenu un ami, un président. Il m'a expliqué tout ça. Il m'a expliqué aussi que le système était fait à l'époque pour, en gros, vous amener jusqu'à la terminale quand même, mais après que vous restiez chez vous et que vous ayez des allocations qui vous permettent. Et la seule différence, en fait, et ça on l'a appris au fur et à mesure, c'est la qualité de l'entourage. Vous pouvez avoir les parents, bien entendu, mais aussi les amis, les coachs. Et je me suis dit, il y a un truc à faire parce que c'est vraiment trop dommage quand tu vois cette jeune femme avec qui tu as passé des moments incroyables et qui aujourd'hui est comme avant, si ce n'est qu'elle est dans un fauteuil et elle ne bouge plus. Qui est repassée, donc, parce que ça fait 8 ans qu'on vit à distance ensemble. Elle est passée l'été dernier, puisqu'elle partait à Chicago, continuer ses études avec son mari, 2 ans pour pouvoir se marier quand même, donc, obtenir l'autorisation de la belle famille, et qui nous a dit devant les jeunes réunis, en fait, heureusement que j'ai eu cet accident, parce que j'étais une sale môme, pas gentille avec sa maman et tout, et là, j'ai fait un truc incroyable. Elle s'est retrouvée modèle pour les Jeux paralympiques. Alors, il y a un traitement du corps qui est très différent, et je ne vous montrerai pas les images, ce serait peut-être mal interprété en France, mais elle a fait des trucs, elle a fait des shootings qu'elle n'aurait jamais fait. Elle a monté une association pour militer dans le métro de Séoul pour l'accès. Elle s'est retrouvée à faire tout un tas de choses qu'elle n'aurait pas fait sur le handicap, et elle dit devant tout le monde, heureusement que j'ai eu cet accident. Et là, vous vous dites quand même, en termes de force de construction, quand vous avez des petits bobos et tout, et vous regardez en face un cabinet d'avocats où personne finalement se forme trop au management, même s'ils viennent prendre des cours chez Anomia. Vous faites du développement commercial. Ils font plutôt du développement commercial. Côté management, Ils font un peu de management. Un peu de management, mais c'est un élément très important. Alors, le management, c'est de la symétrie des attentions, c'est faire attention, c'est savoir évaluer quand même et donner un feedback, ça s'apprend. Et dans les grandes structures que j'ai pu fréquenter, vous apprenez tout ça. Si vous allez bosser avec les consultants, et derrière, en fait, tous ces éléments de capacité, d'évolution, de se ployer pour quelqu'un, je me suis dit, mais il y a un truc à faire. On peut faire du bien et du business, ça a toujours été mon motto. On peut en fait trouver un instrument qui oblige un peu les avocats à se contraindre, mais avec enthousiasme, et qui va bénéficier à l'ensemble du personnel, parce qu'il y a une chose, notamment quand les personnes sont atteintes d'un handicap invisible, qui est importante, comme pour les jeunes femmes, il y a une sorte de phénomène d'imposteur, il y a la volonté de ne pas être un quota, et donc ça vous oblige à gérer l'ensemble de votre personnel comme vous allez gérer la personne qui a ce handicap, en plus invisible. Et du coup, vous allez être obligé, pas forcément de faire le monde des bisounours, on fait des séminaires de formation, on va revenir dessus, mais dans les cabinets d'avocats, avant de placer des jeunes du programme, la première question que j'ai à la fin, c'est comment est-ce qu'on dit à un jeune en situation de handicap qui a fait un travail de merde que c'est pas un bon travail. Et je réponds toujours, comment vous le dites à un collaborateur entre guillemets normal. Et c'est là que ça commence à être intéressant, et c'est là que ça fait réfléchir. Et donc je me suis dit, il y a un instrument incroyable pour arriver à faire évoluer le management d'un cabinet. La seule chose, parce que c'est le type de clientèle et d'organisation que je fréquente, c'est qu'il faut qu'on ait des gens à la hauteur. Donc c'est vrai qu'on ne va pas sauver le monde,
C'est vrai qu'on est hyper sélectif à l'entrée, notamment tous les jeunes doivent parler anglais. Pourquoi ? Parce que dans nos 15 partenaires, De Gaulle-Florence a commencé. Ils cherchent les talents. Voilà, si vous ne parlez pas anglais, c'est 35% de l'activité dans le cabinet. Pourtant, ça fait très franchouille, hein, mais c'est Abu Dhabi, c'est tout ça. Hein, maintenant, et beaucoup de cabinets français sont de ce style-là. Ouais. Puis dans les autres partenaires, on a des Bird, des Linklaters, Donc il n'y a pas le choix. gens, donc il n'y a pas le choix de l'anglais. Et puis ça permet de voyager, donc c'est aussi un élément important. Donc voilà, l'origine est quand même importante. Ça aussi ouvre à des talents des opportunités, effectivement, de se dire, là, en allant avec vous, je vais quand même peut-être avoir une vie qui va me faire découvrir des milliers de choses. Donc, je trouve ça bien aussi d'avoir cette sélection-là, même si, bon, en fait, vous ne pouvez pas déjà vous occuper de tout le monde. Non, mais ce que l'on fait, c'est que si les gens ont du talent, en fait, la difficulté, c'est de combiner le talent académique que vous avez avec la vie de juriste, et je prends juriste au sens large, hein, c'est-à-dire qu'on travaille, oui, au départ, parce que c'est mon univers, avocat d'affaires et juriste d'entreprise, on discute avec les notaires, avec le lab notaire. L'année dernière Summer Party, et j'espère que vous viendrez à la prochaine. On fait la fête une fois par an au mois de juillet. Valentin vient assez régulièrement, puisque finalement, il fait partie de nos alumni. Hein, et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir à ces moments-là, c'est que le handicap, quelquefois, va vous freiner, ou il va falloir adapter le poste, même si sur les 40 jeunes, il y a 2 fauteuils, et le reste, le principal aménagement est un ordinateur, ce qu'a priori on fait à tous les stagiaires, donc il y a des ordinateurs un peu adaptés, et c'est vrai qu'on est plus confortable en environnement Microsoft que Google, mais les adaptations sont assez simples, et le plus dur, en fait, c'est l'adaptation de management. Et il y a des métiers, si vous êtes atteint de narcolepsie, même si on a trouvé le bon traitement, faire de la data room 24/24 pendant une semaine, c'est pas évident. D'un autre côté, on a une personne maintenant qui est une ancienne du programme qui peut travailler 30 heures d'affilée parce que Asperger, et qui va vous sécher et qui a un Pentium à la place du cerveau, qui va trop vite pour vous. Après la 31e heure, vaut mieux qu'elle aille dormir. Mais voilà, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la flexibilité que vous pouvez assumer si en échange, vous avez un apport intellectuel. Alors à nous de préparer les jeunes pour qu'ils soient dans les meilleures conditions, pour qu'ils puissent vous parler des aménagements qui sont nécessaires, vous rassurer. Et c'est pas facile de le faire. Et donc c'est pour ça qu'on a créé des programmes, alors moins talentueux que les vôtres et différents, mais qui s'appellent les Coming Out, que l'on fait avec les amis de l'Ex-Base qui nous ont offert notre communication depuis 2019, depuis le début de l'association. Et en fait, on dit aux jeunes, voilà, il y a une chose qui va être importante, et qui n'est pas facile à faire, hein, parce que ce n'est pas très pudique peut-être, c'est comment vous allez parler de votre handicap et de le faire face à une caméra, face à un public. On fait des formations dans les écoles d'avocats, des sensibilisations, notamment à l'EFB. Et donc, on monte sur scène devant 200 élèves avocats. On dit qu'on est H-ambassadeurs, hein, tous, parce qu'on veut laisser le bon moment à chaque jeune pour expliquer son handicap. Et on lui dit, vous parlez de l'association, 9 fois sur 10, ils parlent de leur handicap. Ouais. Et quand ils arrivent, c'est très drôle, parce que donc on propose ce programme d'accompagnement qui maintenant est structuré et animé par les anciens du programme. On a 22 anciens, et ça, c'est génial de les voir revenir. Et donc, l'année dernière, ils ont monté le programme Mentorache, donc qui apprend les CV, les lettres de motive, enfin, ce que vous voyez en école de commerce. Donc ça, c'est assez génial. Il y a un système de bourse d'excellence pour le CRFPA. Ça coûte en gros 2000 balles pour faire une prépa estivale. Et il y a 2 ans, on a une des jeunes qui... On avait une sorte d'accord informel avec Justine Yanni, qui est le fondateur de Prébarreau, qui est la Rolls des préparations, et qui est amoureux de ce projet. Une grande chance. Et donc, il m'a dit, mais tu me donnes le nom des gens qui passent le barreau, qui sont chez nous, et puis je jetterai un œil. Je jetterai un œil intéressé, et j'ai aucun problème avec ça, parce qu'il a été le premier à avoir un enseignement à distance qui fonctionnait,
parce qu'il l'a testé aussi avec des jeunes du programme Droit comme H, et tout le monde s'y retrouve, finalement. Et les gamins, ils avaient un suivi personnalisé par... les jeunes du programme avaient un suivi personnalisé par Guillaume, et Guillaume avait un feedback sur l'utilisation de ces outils, et en fonction des handicaps, leur ergonomie, et c'est très bien comme ça. Et là, on a lancé en fait un programme d'excellence, c'était la 2e année l'an dernier, là on récupère les candidatures, donc vous allez sur www.droit-com-1-h.com, ça vous fait rigoler, mais c'est parce que c'était plus cher si on voulait pas avoir les tirés. C'est beaucoup plus cher sans les tirer. Et donc, ils prennent cette bourse, ils déboursent 300 € au lieu des 2000 € de préparation estivale, et on couvre avec Prébarreau le complément. Ils sont suivis pareil de manière personnalisée jusqu'à l'oral, et l'année dernière on avait 100% de réussite, donc on espère cette année on a 9 jeunes qui ont été boursiers et qui j'espère seront dans les 100% de réussite. Donc il y a ce programme là, il y a l'accès donc privilégié à 15 cabinets, très beaux cabinets. C'est clair. On commence à avoir des Français, donc on cherche, notamment pour la dyslexie, il y a des choses très étonnantes qui vous handicapent vraiment pour les langues étrangères, même si on a 2 dans le programme qui parlent couramment anglais, voire qui écrivent mieux l'anglais que le français. Donc voilà, il y a des choses, on en apprend tous les jours sur le handicap. Donc il y a cet accès avec des équipes qui sont préparées, puisque avant de mettre un jeune, on sensibilise le cabinet, on sensibilise l'équipe, on discute avec le management, parce que ça doit se faire au plus haut niveau. Dans les entreprises, c'est un petit peu pareil, même si on garde cette sensibilisation. Le reste, les missions handicap, en général, chez Renault, font par exemple un travail remarquable. Donc, on a une grande sécurité, mais on prépare le terrain, et puis il y a un dialogue qui fait que on a 40 jeunes aujourd'hui, on a presque 60 propositions d'apprentissage et de stage. Donc, c'est un peu les stars, ils choisissent, donc c'est pratique. Donc, je prends les stages, je prends les copains, parce qu'on fait un peu la fête aussi, vous l'avez compris. Je prends la préparation au barreau, je prends le mentorage, mais alors je ne veux pas parler de mon handicap. Et donc, on dit oui. On dit oui, on dit maintenant, bon, tu seras peut-être un peu obligé à un moment donné d'en parler, ne serait-ce qu'à ton employeur. Et c'est ça qui est important. C'est comment, en fait, et c'est un élément de prise de confiance en soi, c'est un élément... si je me souviens, légalement, ils ne sont pas obligés, si je me souviens bien. Mais en réalité, dans les faits, finalement, c'est... Légalement, et on a fait un panel avec tous les juristes, monde entier, d'une grande entreprise qui a fait un cadeau incroyable et qui a un grand engagement. Et il y avait la DRH, le médecin du travail, machin et tout. Et donc, on était invités. C'est comme quand on parle d'IA ou d'IGA, aujourd'hui, quand vous n'êtes plus dans un cabinet de conseil, vous êtes dans un cabinet d'avocat, vous avez beaucoup d'indépendance. Moi, j'adore. Et donc, à un moment donné, je parle de cet effort naturel que j'ai fait, parce que je ne suis vraiment pas un mec sympa, j'ai pas d'empathie, je ne suis pas très sensible, et à la base, je suis hyper timide, hyper complexé, tout ce que vous voulez. Donc, je force un petit peu le trait, et surtout côté désagréable. Donc, je ne suis pas quelqu'un de délicat, on va dire ça comme ça. La délicatesse, ce n'est pas forcément ma qualité. Et j'étais capable de faire cet effort pour cette jeune Coréenne. Et je suis admiratif de ce qu'elle fait. Et à chaque summer, où tous les jeunes parlent à un moment donné, je suis très ému aussi, parce que je vois le chemin qu'ils font, et je trouve ça remarquable. Moi, je n'ai pas été foutu capable de faire le quart du tiers. Donc, c'est vrai que quand vous voyez ces éléments, vous montrez un petit peu le chemin, mais c'est vrai que ce n'est pas facile, et c'est un petit peu la même démarche que le coming out, finalement. C'est pour ça qu'on s'est permis de détourer. Et comment est-ce qu'on arrive à en parler pour rassurer son employeur? Et puis finalement, alors en creux, comment est-ce qu'on arrive à découvrir des ressources incroyables que l'on a développées? Pourquoi? Parce qu'on compense. On hyper compense. Et donc, c'est vrai que si vous savez, et là, c'est encore plus intelligent en termes de management, si vous savez utiliser, et c'est pas vulgaire, notre job en tant que patron ou de manager, c'est d'arriver à mixer au mieux les talents, les retenir,
Donc, ça veut dire qu'il faut pousser et laisser la zone de facilité où les gens ont du talent pour les aider à travailler sur les choses qui sont un petit peu handicapantes, même pour une personne régulière, et qui pourraient améliorer son avenir. Parce qu'il y a des trucs, voilà, ça ne change pas l'avenir, on ne va pas s'en occuper pour être bien comme tout le monde. Et donc, la manière de parler, alors, d'assumer, de décrire, de dire les conséquences. Et il y a un truc qui est incroyable maintenant qu'on commence à avoir du recul, même si on en apprend tous les jours. C'est que on a une question, notamment des jeunes qui viennent régulièrement, c'est la RQTH. Est-ce que je la mets dans mon CV si je l'ai? Déjà, il y a plein de gens qui arrivent et qui l'ont pas. Donc, pourquoi? Parce que les parents vous élèvent pour être normal. Donc, c'est toute une logique derrière. Donc nous déjà, il y a un boulot d'accompagnement pour qu'ils fassent eux-mêmes leur RQTH, parce que c'est une sorte de deuil que vous avez à faire. Hein. C'est un papier que vous recevez tout seul. Mais c'est un élément important. Et donc c'est vous, manager, qui allez tirer avantage de tout ça. Sur cette tribune, désolé, j'ai un peu dérivé, je parle de cette posture du manager et de sa motivation légitime. Et je dis, la seule chose, c'est que si vous voulez que ça marche, il faut juste être un peu au courant. Et là, je me fais cartonner par le DRH qui dit, mais c'est confidentiel, on ne doit pas avoir ce type d'information et tout. Je comprends son point de vue, je comprends le point de vue légal. Je dis, la seule chose, c'est que si vous voulez vous occuper un petit peu des gens et les faire progresser, et que vous le faites avec bienveillance, il faut qu'on ait un peu le dessous des cartes. Et après, nous, le test pour tous les jeunes qui rentrent dans le programme, c'est est-ce que Vincent Morel, donc ancien bâtonnier des Hauts-de-Seine qui fait partie du conseil d'administration, est-ce que Mathieu, bien entendu, est-ce que les gens que nous sommes seront capables de travailler avec ce stagiaire? Et si nous, on n'est pas capable, on ne va pas l'imposer aux autres. Donc on fait attention à ce filtre, mais c'est vrai qu'il y a une difficulté entre la législation qui oblige, c'est très bien, mais qui oblige les salariés. Hein. Un cabinet d'avocats, un grand cabinet, c'est 50 salariés, sur 200 personnes, le reste sont des professions libérales. Il y a un équivalent de la RQTH qui s'appelle la TIH pour les professions libérales, mais il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'incentive. Il va y avoir la campagne au bâtonnat de Paris, enfin elle a démarré. Il y aura un débat comme on le fait tous les ans autour de l'Observatoire du handicap dans la profession d'avocat, avec des propositions comme on l'a fait à chaque campagne, avec peu de succès, sauf avec Olivier Cousy et Barthélémy Lomial, avec lequel on avait partagé 16 points de suggestions, et ils en ont exécuté, je crois, 12. Mais après, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, peut-être qu'on s'y est mal pris. On verra avec les prochains candidats. C'est pas mal. Mais oui, non, mais c'est très bien que ça se soit fait avec Olivier et avec Barthélémy. C'est dommage que ça ne s'inscrive pas dans la durée. Nous, on a un enjeu dans l'association, c'est comment on passe la main, comment est-ce qu'on fait évoluer la gouvernance. Et c'est vrai que cette année, le programme Mentorage monté par les anciens pour installer ce que nous, on essayait de faire en fonction de notre temps libre, hein, parce qu'on n'est pas des pros de tout ça. C'est un élément important, et la volonté que l'on a, ça va être d'associer les jeunes qui commencent à grandir. On travaille à partir de la L2, qui prennent de plus en plus en charge des missions et qui deviennent des vrais H-ambassadeurs. C'est-à-dire, pour l'instant, ils ont le titre. C'est vrai qu'on était au sommet du droit, on a été invité pour remettre le prix de la Legal Tech de l'année et le prix de la direction des relations sociales de l'année. Donc on était super contents, ça veut dire qu'on est monté sur scène, ça veut dire qu'on a fait un discours devant 300 directeurs juridiques, alors même si les discours sont courts. Hein. Pas autant de temps il vaut mieux passer à la fin. Hein. Mais c'est pas grave. Et puis après, on était en représentation vis-à-vis de tout le monde, et puis on a essayé, entre guillemets, de faire acheter, ce qui n'est pas plus facile à acheter quand même. Et ça, en fait, ça doit faire partie de la vie des jeunes, sachant que ça fait aussi partie de la vie des gens, hein, parce que souvent on me demande pourquoi je fais ça, et surtout, comme on se présente tous comme H-ambassadeurs, immédiatement ils se disent « mais Valère, qu'est-ce qu'il a comme handicap ?» Et donc j'en ai un, c'est que moi je suis vieux. Et mon cher Louis, ça vous arrivera aussi, et ça va même vous arriver plus vite que moi. C'est un vrai débat, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est un vrai débat
d'aujourd'hui de se rendre compte qu'il y a les personnes. Enfin, là, on voit Welcome to the Jungle qui pose pas mal de vidéos sur le sujet ou ce genre de choses. La seniorité, à un certain moment. Enfin, finalement, là, ce que je dis à tous mes potes qui ont environ 30 ans, qui ont 4-5 ans d'expérience, vous êtes au top du top de votre employabilité, on recherche que vous. À partir d'un moment, ça redescend. Et c'est un vrai débat effectivement. Non, Et ça... je pense même Alors, à une autre chose, j'ai un alternant qui est en titre de séjour qui est algérien, qui a vécu en France des années entières et qui là se retrouve fin d'alternance. Moi, je suis pas capable de l'embaucher, jeune boîte, on peut pas le prendre. Il y a un enfer. Il est bloqué dos au mur parce qu'il est obligé d'accepter des CDI qu'il n'aurait jamais accepté normalement. Il est diplômé, même surdiplômé sur certains trucs. Et c'est un handicap pour lui que d'être algérien en France, alors même qu'il est tout à fait prêt à bosser ailleurs, à bosser sur plein de boîtes et donner beaucoup de lui. Mais bon, le marché de l'emploi actuellement, il n'est pas si simple. Et voilà, c'est un autre handicap. Oui, il y a plein d'autres choses qui... Le handicap, oui, c'est le handicap physique est quand même un petit peu plus emmerdant que la nationalité. Si encore plus, ouais. Voilà. Mais voilà. Lui, il a de la chance, il fait petites lunettes, petit machin, il peut passer partout. Mais effectivement, pareil, sur les CV... La difficulté aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes, on le voit quand on fait des interventions à l'EFB ou même quand on parle à la fac. Alors, est-ce que c'est parce que les gens sont pudiques? Est-ce que parce qu'ils ont peur de faire des difficultés? Moi, j'ai demandé la liste des personnes qui bénéficiaient d'aménagement à Créteil. Et donc, on m'a répondu, non, confidentialité, vous ne pouvez pas le savoir, mais les étudiants peuvent vous le dire. Je dis, ah oui, ok, on fait comment? Et donc, elle me dit, en début de cours, vous demandez qu'ils se signalent. Donc, ça ne peut pas marcher. Enfin, ça ne peut pas marcher, sauf que cette année, pour la première fois, il y a des gens qui sont descendus et qui m'ont remis leur paplard devant tout le monde. Ok, trop bien. Donc, c'est bien parce que dans un sens, ça montre que ça évolue. Après, vous avez quand même pas mal de jeunes qui le cachent et c'est très drôle quand on fait, notamment les amphis à l'EFB, parce qu'il y a pas mal de monde. À la fin, il y a des jeunes qui viennent en cachette et qui nous disent « c'est super ce que vous faites ». Avec un air vraiment très concerné. Et on les revoit 3 mois plus tard, si on les revoit. Il y en a qui viennent discuter avec nous, qui disent « ah, j'ai une sœur, une cousine, un machin ». Mais c'est pas grave, tu fais la démarche et tout, et c'est à nous en fait de convaincre. Et puis c'est aux employeurs aussi de pouvoir le dire, avec une difficulté qui est aujourd'hui, comme il y a du greenwashing, il commence à y avoir du handicap washing. Ouais, c'est sûr. Donc c'est vrai que nous on fait extrêmement attention en sélectionnant nos partenaires et on est capable. Parce que est-ce qu'ils communiquent du coup dessus? Il y a tout. Il y a des gens, la photo et tout ça, c'est important. Et il y a un cabinet que je connais bien et que je fréquente assidûment, où vous avez, je crois, en ce moment, 2 stagiaires et 2 collabs qui sont concernés. Personne n'est au courant, on n'en parlera jamais. Et le boss, personnellement, m'a dit ce n'est pas un débat, on ne l'utilisera pas comme un argument. C'est dans nos valeurs, dans notre éducation, et ce n'est pas une question. Et on en parlera comme jamais. Si ça allait de soi, quoi. Comme beaucoup de... Okay. À partir du moment... Nous, on a quand même des métiers où il faut un cerveau, de l'imagination, de la créativité et bien entendu du savoir. Ça, avec les outils techniques que vous avez aujourd'hui, vous arrivez à faire un nombre de trucs. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué quand vous êtes malentendant. Il faut un peu aménager les outils, mais Teams... Un avantage, c'est que ce filtrage marche de mieux en mieux. Et puis, après, c'est... En fait, il y a un truc qui est très sympa et qui est peut-être plus facile dans notre organisation que dans d'autres. C'est que moi, j'ai une forte conviction, je crois que Valentin en parle aussi, de la manière d'être plus intelligent à plusieurs et notamment à 2. Et en fait, quand vous travaillez avec une personne en situation de handicap, finalement, c'est la mémoire avec Mathieu et dans d'autres cas, et que vous arrivez à 2, parce que nous aussi, on a nos infirmités, mais à compenser les uns les autres, c'est très drôle. Si vous arrivez à vous décontracter, moi, je me souviens de la première, j'ai eu la chance de rencontrer Gaël Rivière et d'essayer de le recruter.
à l'époque où il n'était pas devant les caméras et médaillé d'or. Et en fait, il m'avait dit un truc très rigolo. Les non-voyants se connaissent tous ça. Et donc, je lui dis, bah, tiens, c'est marrant. Je crois que Droit comme H était un collectif, c'était pas encore une asso. Et je dis, bah, vous devez certainement connaître Mathieu Juglar, puisque vous êtes passé par le même circuit. Et il me dit, ah oui, je le connais. Et je suis plus performant que lui. Vous pouvez développer, je suis plus performant que lui. Il dit, mais en fait, je lis plus vite que lui. Ok. Et en fait, ils doivent avoir une dizaine, quinzaine d'années d'écart. En fait, les méthodes, les outils ont changé. Ouais. Et en fait, c'est vrai que Gaël est plus habile à la outils. lecture que Mathieu, mais qui a d'autres éléments. Moi, je ne le connais pas, Mathieu. Il est malvoyant? Il est aveugle aussi? Oui, il est non-voyant de naissance. Pour avoir le contexte. Et il y a une chose, c'est que lui a appris le braille. Et il est d'une génération où on apprenait le braille. Et donc, il encourage à apprendre le braille. Et vous avez beaucoup de non-voyants. Et pas uniquement tu n'utilises plus cette méthode-là. Ceux qui, en cours de route, perdent de la vue et qui ont, comme l'apprentissage des langues étrangères, un petit peu de réticence à faire cet investissement. Là, c'est vraiment comment est-ce que on peut arriver à combiner la technique et le handicap pour arriver à améliorer les choses aujourd'hui, chose qui n'était pas faisable il y a 20 ans. Il y a un truc qui est génial pendant le Covid. Donc là, on avait créé l'association, donc on commençait à être un petit club. On a fait des vidéos dès le début du Covid pour dire « haha, les valides, nous, en situation de handicap, on a l'habitude de causer dans la caméra à distance et tout, parce que pour se déplacer, pour lire et tout ça, on a les emmerdes maximum, donc on est un peu technophile. Et dans beaucoup de handicaps, on utilise ça. Et c'est intéressant en fait de voir toute la manière dont on peut faire évoluer les gens, dont on a en termes d'adaptabilité des trésors d'imagination, de flexibilité. Et puis, bien entendu, il y a un autre élément qui est important parce que pas mal de cabinets qui, semble-t-il, ont des petits problèmes de management et de rétention des talents ou d'engagement, on appellera ça comme on veut. Quand vous faites confiance à des gens qui ont été pas forcément encouragés dans la vie, si ce n'est par d'autres personnes que leurs parents, c'est vrai qu'en général, vous dites merci. Donc, vous êtes un petit peu différent des autres. Mais ça change énormément. Là, cette année, on va prendre un stand au rendez-vous des transformations du droit, parce qu'on pense que ça fait partie des transformations du droit, et on pense qu'on a un levier d'évolution du management qui est particulièrement puissant. On l'a testé, c'est assez empirique, hein. On n'a pas plus de prétention, on n'a pas assez de jeunes, on en veut plus, donc j'espère qu'à la suite de cette émission, ils viendront. Qu'est-ce que vous recherchez actuellement? C'est plus de cabinets partenaires ou plus de jeunes ou les deux? Plus de jeunes. Plus de jeunes, et après, donc plus de personnes le développement et avoir des nouveaux clients, je sais faire en général. Ah, ok, ça marche. Mais il faut plus de talent. En fait, aujourd'hui, la difficulté qui est... Et plus tôt vous les accompagnez, mieux c'est. Et ça, c'est la deuxième chose. C'est de les avoir plus tôt possible. Aujourd'hui, donc si vous prenez les 40, on doit avoir une petite dizaine qui sont en licence, un gros des troupes maintenant qui est en M1, M2, et une dizaine, quinzaine sur les écoles d'avocats. Et on a 22 anciens pour l'instant qui vont être rejoints par 5-6 élèves avocats qui vont sortir du programme cette année, donc on a un petit peu plus d'avocats. Quand on découvre les gens à l'école d'avocat, tout ce que je vous ai raconté, le travail sur soi, tous ces machins-là, vous le faites en gros en 6 mois pendant votre stage final, que vous recherchez votre collab en merde maximum. Donc là, on met de l'engrais et ça pousse très vite, c'est assez violent. Parce qu'on pousse un petit peu à la recrutage. Quand vous le faites au début, en plus vous êtes plus souple. Et même si vous êtes jeune en situation de handicap, vous êtes d'abord jeune, hein, donc avec les problèmes que ça peut apporter, mais avec une certaine malléabilité
qui fait que quand vous évoluez dans le programme avec un certain temps, cette question RQTH, je la mets dans mon CV, je ne l'ai pas. Là, il y a une discussion avec une bientôt ancienne du programme qui me disait, en fait, moi, la RQTH, je n'aimais plus sur le CV. Okay. Alors, vous avez compris qu'ils avaient des CV pas moches, et qu'au pire, il y avait quelques petits trous, et qu'ils étaient assez capables de mettre dans l'expérience professionnelle, Garches, 6 mois, reconstruction, voilà. C'est vrai que ça vous forme la vie, hein, quand même. Et du coup, elle ne le dit pas, et pendant l'entretien, si ça se passe bien, si elle trouve qu'elle est en face de gens sympas, à un moment donné, elle dit, tiens, by the way, j'ai une RQTH. Donc, vous avez déjà la tête de la personne, je connais pas. Ensuite, ça se voit pas. Enfin, tous les trucs, on peut dire des bêtises. Hein, ils disent des horreurs entre eux. Moi, quelquefois, je dis des bêtises et puis je rougis et puis on me met à l'aise. Enfin, bien sûr. Voilà, faut être vraiment cool, faut vraiment se comporter en cause. C'est souvent ceux qui rigolent le plus, c'est normal. Ouais, mais c'est pas intuitif. Enfin, bien sûr. La première fois où j'ai dû dire à Mathieu, comme tu as dû le voir, un peu déplacé, et en fait, si vous saviez ce qu'il m'a raconté, mais c'est genre, si un jour tu vas avoir du talent pour plaider, il faudrait te crever les yeux, au moins tu saurais ce qui se passe dans la salle. Enfin voilà, des petits trucs où ça forge un peu, c'est un petit peu primaire peut-être comme élément. Et du coup, elle regarde la réaction de l'employeur et elle se dit, si les gens ne sont pas capables de parier sur moi, ou si je ne leur ai... C'est soit que je ne leur ai pas bien expliqué, soit ils ne sont pas en confiance, soit ça ne va pas le faire. Donc en fait... Ça lui donne des infos. Exactement. Et utiliser, avoir la force de dire, ben voilà, ça va être une expérience. J'adorerais avoir le job, mais je ne veux pas l'avoir à tout prix. Et je donne bien tous les éléments pour comprendre comment est-ce que mon employabilité peut être maximum. Enfin, ça objective tous les éléments de personnalité, ça fait un vrai deal avec un employeur. Et du coup, je trouve que c'est une expérience, quand on a le temps de la construire, qui se fait facilement. Quand on le fait en temps très rapproché, c'est loin d'être évident. Ok. Donc, si on est un jeune et qu'on est en études de droit, on vous envoie un mot sur le site internet. Paris comme province, vous écrivez à contact. Et si vous avez des personnes qui, justement, si vous connaissez du monde, l'idée c'est de leur envoyer. Et si vous avez dans votre entourage, meilleur moyen d'ouvrir à la connexion. Quoi. Exactement. On a des parents avec lesquels on discute. Enfin voilà, on est vraiment très ouvert. Et là, vous serez capable de prendre combien de personnes, finalement ? Bah écoutez, on se retrouve pour faire le bilan, mais pour l'instant, on ne s'est pas posé la question. Hein. Okay, donc on a démarré avec une dizaine au départ. Là, on augmente régulièrement. Trop bien. Je pense que ça se fera par palier. Donc, moi, l'objectif, c'est qu'à 50, je pense en l'état actuel, en restant amateur, on est bien. Okay. Si on dépasse 50, je pense que là, il va falloir qu'on s'équipe, qu'on devienne un business, machin. Et du coup, qu'on soit plus rigoureux sur les cotisations, sur les subsides que l'on demande aux entreprises, aux cabinets, qui sont modérés et qui servent à financer ces bourses. On a un projet aussi, on monte une petite cagnotte pour pouvoir proposer un accompagnement pour un LLM. Alors, c'est un peu décalé parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup moins rêver les foules que les plus jeunes générations. Les générations de votre âge, vous voulez tous aller en LLM. Aujourd'hui, ça n'a pas l'air de faire rêver les fous. Donc, est-ce que ce sera un fonds d'amorçage pour un business ou je ne sais pas quoi derrière? Mais en tout cas, voilà, tout l'argent qu'on nous donne, on le reverse auprès des jeunes. Trop bien. Bon, un dernier mot à rajouter? Moi, ça me semble clair. Écoutez, j'étais trop long et j'en suis vraiment confus. Non, c'était trop intéressant. Et puis, c'est bien parce que vous êtes personnifié en parlant de... J'ai oublié son prénom de la jeune cohérente. De Chaé. Et ça permet de se projeter. Et de toute manière, c'est... Très, très sincèrement, les gens avec lesquels on bosse, les gens qui font partie de l'histoire, qui font partie de la famille, maintenant, ce sont les jeunes qui disent la famille, sont des gens qui ont été ou sont impactés par le handicap. Il ne faut pas se leurrer. Mais après tout, c'est toujours plus facile d'arrêter de fumer quand on vous annonce que vous avez un cancer. C'est clair. C'est toujours plus facile de perdre du poids ou de faire un semi-marathon ou un marathon par amour. Enfin voilà, il y a de la motivation pour l'individu.
Ben là, c'est un petit peu pareil. C'est qu'il faut à un moment donné faire une rencontre, être concerné. Et je pense que c'est ce premier pas. Et dans toutes les équipes avec lesquelles on bosse, c'est comme ça. Et c'est pas un problème. Parce que l'effet magique qui se coule, c'est que à chaque réunion que l'on fait en cabinet ou en entreprise, les gens peuvent parler de leur handicap, pas du premier coup, mais c'est pas facile, mais surtout, il y a des gens qui accompagnent, qui ont même des parents d'un certain âge et tout, qui se cachaient, et qui du coup vont pouvoir en parler. Et en fait, on a l'impression, c'est pas l'ambition, hein, je dis l'effet indirect, hein, mais que ça donne une capacité à être, je vais pas dire plus faible, mais d'avoir, on n'a pas donné le mot, mais les avocats que vous recevez, que Valentin a reçu autour de son micro, c'est pour faire rêver, c'est des surhommes, des surfemmes, c'est des gens à la fin de la vidéo, on se dit oh, putain, j'aimerais bien être comme ça, mais bon, je peux pas. C'est des êtres parfaits, c'est de l'acier, c'est de la volonté, c'est incroyable. Là, c'est vrai que c'est dévoiler sa zone de faiblesse, pas pour faire pleurer les foules, juste pour montrer que par cette zone de faiblesse, on a aussi été obligé de compenser, parce que, en fait, une personne en situation de handicap, elle est obligée de compenser avec l'aide de la médecine, avec l'aide de spécialistes médicaux. Mais vous, quand vous êtes hyper timide et que vous êtes au fin fond de la Bourgogne, quand vous êtes hyper complexé, et vous n'avez pas forcément des parents qui vous mettent en valeur, quand vous avez un gros pif et que vous n'êtes pas encore chauve, vous vous soignez aussi. Ah, bien sûr. Puis il y a 20 ans, 30 ans, c'était pas les développements de soi et tout ça, ça n'existait pas trop. Et donc finalement, c'est comment est-ce que le handicap que l'on voit physique, que l'on voit lié à la maladie, à une pathologie et tout ça, reconnu au niveau administratif, en fait, ça peut aussi vous inspirer, je pense, pour vous obliger à avouer que vous avez un certain nombre de faiblesses, pas pour pleurer, hein, bien entendu, mais pour lutter contre. Et je dois reconnaître que aujourd'hui, peut-être que d'arriver à travailler sur ces questions de manière sereinement, si je l'avais rencontré il y a 40 ans, j'aurais pas été mécontent. Magnifique. Non, et puis c'est une belle... je pense que ça va inspirer pas mal de monde. Moi, je trouve qu'effectivement, ce qu'on voit souvent dans les podcasts, etc., il faut aussi savoir s'en méfier. On montre la plus belle partie de soi. Moi, j'aime bien pousser les invités à justement mettre en avant les faiblesses, les échecs pour qu'on les mette en parallèle et qu'on voit comment les gens ont réussi à passer au-dessus. Et puis moi, je trouve que quand on a un Gaël Rivière là, qui est passé sur le podcast d'Eva il n'y a pas longtemps, qui en plus réussit tout ce qu'il fait, il est d'autant plus... Voilà, c'est incroyable. Et Valentin, l'histoire de Valentin, elle est incroyable. L'entretien de recrutement avec Gaël, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais moi je m'en souviens. Il m'a raconté ses vacances en Amérique du Sud. Parce que moi qui sois major promotion de 2M2 de Paris 2, dans mon ancienne formation, je crois, c'est impressionnant, mais voilà, c'est... je ne vais pas dire que l'académique ne compte pas, mais l'académique, c'est un point de départ. Et ce qui est incroyable, c'est la personnalité qui est derrière. Et ce garçon est totalement incroyable, parce qu'en plus, il est resté très abordable, et très gentil, très humain. Et donc, hier soir, je suis allé lui dire un petit mot, parce qu'on ne s'est pas vu depuis un certain temps. Et quand on a discuté ensemble et qui m'a dit, écoutez, Stéphane Bredin me fait une proposition, j'ai dit, mais vous y allez, puis si ça ne marche pas, moi je vous récupère. Il n'y a aucun problème, mais allez-y, et j'espère que ça va marcher, et de toute façon, vous avez le talent pour que ça marche, et je pense que les gens ne connaissent pas forcément Bredin, et ne voient pas ce qu'il y a derrière cette exigence. C'est pas parce qu'on est exigeant, et Louis de Gaulle fonctionne pareil, qu'on n'est pas humain, et qu'on ne sait pas justement s'adapter aux talents un peu différents des uns et des autres. Et je pense que c'est la force des grandes maisons que d'arriver à faire ça.
C'est pas du leverage. C'est la manière de mettre en valeur les individus. Ouais, c'est clair. Et ce qu'ils ont fait, moi je pousserais pas mal de cabinets à faire ça. Il est passé sur Brut, il a fait un petit reportage où il explique son quotidien. Mais même si vous voulez pas en parler, parce que des fois vous dites non, c'est dans nos valeurs, c'est induit. En réalité, il y a quand même encore beaucoup de sensibilisation à faire. Donc celui qui acceptera de passer, de faire un reportage sur son quotidien au cabinet pour donner l'exemple, et moi je trouve que c'est toujours une bonne chose. Je trouve pas que ce soit, on se montre, on peut rester très simple dans la manière de le présenter, et finalement dire, regardez, c'est tout à fait possible, mon quotidien et du coup il est tout à fait basique, et on arrive à s'en sortir, le cabinet ça se passe très bien, on traite comme tout le monde, et je pense que ce serait une bonne chose que d'autres prennent ce pli-là, même si bon, la vidéo de Galet elle est incroyable, mais plus on a d'exemples, plus on sent que c'est possible pour nous, donc je trouve que c'est bien de le mettre en valeur. La difficulté, c'est un petit peu la gestion de l'image. Je le vois avec les comedy shout, les jeunes qui viennent devant la caméra sont d'un grand courage. Ils se disent, putain, tout le monde va être au courant. Quoi. Là, pour l'instant, je choisis qui est après chacun. Alors, on a un système qui est pas mal, c'est qu'on a beaucoup d'imagination dans les stages et les expériences. Et donc, il y a un truc qui s'appelle le Duo Day, alors qui est le 21 novembre, je crois, cette année. Ouais. Donc, nous, on fait le Duo Day un peu toute l'année quand même. Donc, c'est Duo Day toute l'année. Le Duo Day, c'est une journée avec quelqu'un. Voilà, on a repris le concept, c'est vie ma vie d'avocat, de notaire, de tout ce que tu veux. L'année dernière, on en a organisé 7. C'était drôle parce qu'à la fin des 7, tous les gens, ils ont dit, mais pourquoi ça dure qu'un jour? Et on a dit, parce que vous avez dit un jour, quoi, mais on peut faire des répliques et tout. On a des systèmes de stage. Alors pour l'instant, il n'y a que Nanterre qui propose des conventions. On va demander à toutes les facs de le faire. De 15 jours, vous savez, au moment des vacances de Noël ou de février, il y a les facs, les stages de troisième. Alors maintenant, il y a les stages de seconde aussi, si j'ai bien compris. C'est de dire, nous, c'est un avantage, c'est que c'est pas les enfants des clients, c'est pas les enfants des associés. Donc c'est plus cool, ils sont bien éduqués, tout va bien. Donc vous pouvez les prendre et vous faites un parcours qui est un petit peu du même genre, mais avec des gens un peu différents. Et là, donc c'est comment est-ce qu'on peut se familiariser. Moi, je voudrais que ça fasse doucement partie de la vie. Et après, qu'on soit conscient en fait de l'effort qui est à faire, mais la manière dont on peut être récompensé. Ça se fait pas tout seul, mais après tout, quand vous aimez travailler à l'international, si vous voulez travailler avec des Coréens, il y a des moments où vous avez envie qu'ils soient français. Parce que c'est compliqué. D'un autre côté, une fois que vous avez fait l'effort, de parler avec eux, de rigoler, machin, bien sûr. Ils sont top. C'est clair. Ça fait de la richesse. Et merci Stéphane. Merci à vous. Désolé de vous avoir pris autant de temps, c'est trop intéressant. C'est passionnant et on est très confortable avec vous. Tant mieux. Merci à vous. Et puis je fais une petite dédicace moi aux personnes de l'EPNAC qui je bossais avant, qui font un travail formidable sur toute la France. Et puis je suis très content. S'ils sont sur toute la France, ils trouvent des talents. Le message passera, mais je vais leur envoyer un mot parce que j'ai peur qu'ils soient partis avant la fin. En général, on a un beau taux d'écoute. Les gens restent jusqu'au bout, donc on a des beaux pourcentages. Des choses passionnantes. Non, mais c'était passionnant. Donc, merci beaucoup Stéphane. Non, là, je garde tout là. C'est que de la richesse. Merci à vous. Merci beaucoup Louis, et puis bon vent et continuez comme ça. Ouais, c'est gentil.